Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille. Et bienvenue dans votre émission Page à Page où nous nous retrouvons en ce vendredi 19 décembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui c'est la dernière émission de l'année 2014 qui aura été riche de lectures, de découvertes de nouveaux livres, de moments de partage avec les auteurs, et il y en aura encore bien d'autres en 2015 avec notamment l'anniversaire de Page à Page qui fêtera ses 10 ans le 30 janvier prochain. Alors restez sur Radio Occitanie, c'est à suivre. Et puis pour cette émission qui clôture cette année de 2014, j'ai invité Jean-Baptiste Dethieux. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Claire. Avec qui nous allons présenter son roman plutôt noir et sombre qui s'appelle Renaissance, publié aux éditions Tornada. Mais avant, la page info. Pour mardi 23 décembre à 16h au musée des Augustins, 21 rue de Metz à Toulouse, dans le cadre de l'exposition sur Benjamin Constant, un voyage avec l'eau, la princesse, le serpent, en compagnie de la comédienne Rebecca Ferron et le conteur, auteur et metteur en scène Hamid Beriouni. Et puis il y aura ce même conte le dimanche 28 décembre et le vendredi 2 janvier prochain. Alors tous les renseignements complets au musée des Augustins en téléphonant au 05 61 22 21 82. Et puis la seconde information pour mercredi 7 janvier à 20h30 à la Boulinguette, boulevard Eugène Montel à Tournefeuille, aura lieu le rendez-vous du café littéraire animé par Paul Claudel autour d'un livre de Annie Ernaux qui s'intitule « L'écriture comme un couteau ». Page à page, Claire Ambille. Voilà pour la page info et merci à Mathieu qui fait la technique de cette émission et dont c'est la dernière, pour lui aussi, sa dernière émission à Radio Occitanie. Donc merci à lui pour tous ces vendredis de technique de page à page. Alors Jean-Baptiste Dethieux, vous étiez venu à Page justement nous présenter Le voyage de Jeanne, un beau récit, une sorte de voyage avec votre fille Jeanne. Une sorte de voyage, oui. Mélangeant des pans de réalité pour mieux s'en écarter et pour mieux la retrouver, dirais-je. Voilà. Des souvenirs, des détours, certains de vos souvenirs d'enfance, oui. Du réel et puis de la fiction, tout dans un très beau récit, un très beau voyage. Alors aujourd'hui, changement radical, vous revenez avec un livre qui s'appelle Renaissance aux éditions donc Tornada. Dont je veux dire un mot, parce que un mot assez enthousiaste quand je vois le travail et la foi de cette maison d'édition récemment née au printemps dernier. Joël Maïssa avec sa compagne ont donc monté cette maison d'édition dédiée au polar et au fantastique et c'est un grand plaisir de travailler avec eux. Oui, je trouve que c'est bien de faire travailler les petites maisons d'édition comme ça, enfin les jeunes maisons d'édition. Les nouvelles maisons d'édition. Nouvelles, oui, voilà. À qui je souhaite une longue vie. Petite, c'est un peu. Alors, oui, c'est un peu réducteur. Petite par le nombre d'auteurs, dont je suis le premier, mais deux autres auteurs ont suivi, quand même, et deux autres parutions sont comme effectives. On dit, petit poisson deviendra grand. Oui. Voilà. On le dit. Voilà. C'est vrai parce que c'est vrai. Ça arrive. Oui. Et donc voilà, c'est une jeune maison d'édition et je trouve ça très bien aussi qu'il y ait des auteurs qui fassent vivre, qui provoquent cette création, cette naissance. Alors ce roman Renaissance puise ses racines dans vos pensées, vos rêves, vos souvenirs, et aussi vos peurs, une peur d'enfant, de l'enfance, une certaine peur de la forêt justement, puisqu'on va en parler pas mal au cours de cette émission, de cette forêt, la peur de
Qu'est-ce qui vous faisait peur quand vous étiez petit, dans cette forêt, dans les forêts? J'ai envie de dire que la matrice première de toute écriture, peut-être, c'est quand même l'enfance. Enfin, Oui. ça part vaguement, me semble-t-il, de là. Alors, pour resserrer un petit peu, bien entendu, la question, enfin la réponse à votre question, il s'agissait de peur et de forêt. Et bien évidemment, et je ne suis pas le seul, je crois, les forêts me troublaient, les forêts je les traversais et j'étais très pressé de les quitter. Et j'avais quand même très envie de m'y frotter. Pour Oui, y, parce pour que y quand sentir on est enfant, on aime pour bien y avoir sentir peur. quelque chose, Voilà. bien sûr, pour y sentir quelque chose. Un Oui. bruissement, la sensation de voix un peu fantomatique, des éprouvés, des sensations, voilà. Oui, donc on va en parler. Elle occupe une place très importante dans ce roman, La forêt, justement. Et on peut dire que Renaissance a puisé aussi, peut-être, dans les racines de votre vie professionnelle, dans votre profession tout court, avec tout ce qui est mémoire, souvenir, Oui. complexité du cerveau, puisque vous êtes Alors, je suis psychiatre et psychanalyste d'enfants et d'adultes. Alors, les deux. il est évident que m'a beaucoup intéressé de mettre en scène ce que l'on appelle dans notre jargon ce phénomène d'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire ce moment particulier, assez progressif, pernicieux, quand la réalité semble un peu vaciller au profit de quelque chose qui est un trouble. Alors on se demande, je faisais référence au sentiment de déjà-vu, si parfois on a été quelque part avec la vague impression qu'on y a été et pas du tout. Qu'on connaît déjà ce lieu. Le déjà vu, déjà oui. connu. Mais en tout cas, dans ce récit, dans ce roman, je mets en scène la bascule d'un homme qui se confronte à quelque chose qui va bien au-delà et qui est la perte des repères identitaires, sa propre identité, sa mémoire et aussi ses souvenirs, tout est faussé, ses souvenirs proches ou récents ou plus anciens, tout à fait, est faussé. Et aussi ce qu'il peut interroger d'une réalité dite objective, qui fait défaut, qui s'éloigne de lui, qui lui échappe. Ben oui, parce qu'il ne rencontre malheureusement pas les personnes qui peuvent l'aider à recentrer, à le recentrer sur sa réalité, si on peut dire. Donc qui est-il et quelle est donc cette réalité dans laquelle il se trouve? Alors on va revenir un petit peu au début. Donc Renaissance, c'est le titre du livre, avec et puis bon, on comprendra peut-être à la fin aussi pourquoi ce titre. Il a une signification particulière. Enfin, il n'est pas là par hasard. Non. Voilà. Non. Et puis il y a la couverture. Alors rien que quand on prend le livre en main, il y a cette couverture qui déjà donne déjà envie de le lire, parce qu'on a envie de découvrir qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette forêt, parce qu'on y voit une forêt très très dense, très épaisse, avec des grands arbres et puis un peu sombre. Voilà, ça cache un peu la lumière. Et puis on y voit un homme dont on ne voit pas le visage, qu'on ne distingue pas bien, qui est encapuchonné dans un jogging, dans quelque chose de ce genre-là. Et voilà, c'est très énigmatique. 3 des protagonistes, la forêt, un revenant, un fantôme. Voilà, il y a aussi et puis un homme dont on ne sait pas qui il est. Voilà, et puis effectivement, il y a la présence une présence fantomatique, on va dire. Tout à fait. Rien que dans la couverture. Alors, donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment un roman prenant, avec un suspense jusqu'à la fin, avec une histoire bien mystérieuse et inquiétante à souhait, et dans laquelle on plonge aux côtés du personnage principal, on va le voir, qui il est, et puis qui interpelle aussi, parce que justement il y a le thème de la mémoire, des souvenirs, de la véracité de nos souvenirs aussi, que des fois on transforme, et puis le mécanisme finalement du cerveau humain, tout simplement. Toute la complexité du mécanisme du cerveau humain. Dans laquelle on se perd. Et notre protagoniste surtout. Ah oui, voilà, lui, oui, parce que bon, nous, heureusement, ça va. Enfin, je pense pas que vous êtes perdu. On s'y retrouve, on s'y perd. Moi, mais... je dois dire que j'ai voulu un peu jouer à perdre le lecteur potentiel quand même aussi. Ah oui, pour lui nous, permettre de s'y retrouver à certains moments et pour mieux l'y perdre à d'autres. Voilà. Tout à fait. Le lecteur, tout comme l'acteur principal, le personnage principal, se pose des questions et s'y perd aussi. On se demande vraiment, tout comme lui, effectivement, on se pose les mêmes questions. Donc c'est un roman
roman avec une atmosphère étrange et prenante, et puis entre réalité, passé, folie même, point d'interrogation, parce qu'on peut se poser la question aussi, hein. On peut se poser la question du vacillement identitaire qui alors va jusqu'à la folie, c'est-à-dire la perte du contact avec la réalité, au sens strict du terme. Voilà, la perte du contact avec la réalité, c'est tout à fait ça. Alors au début de l'histoire, c'est à Paris que l'histoire se passe. On fait connaissance donc avec Jean Malenc, qui est le personnage principal de l'histoire, qui est donc le narrateur. Hein, c'est écrit à la première personne du singulier. C'est le narrateur de l'histoire et qui est journaliste après des études dans une école prestigieuse et pour lesquelles d'ailleurs ses parents de situation modeste ont donné tout ce qu'ils avaient pour qu'il puisse faire ses études de journaliste. Et il est journaliste de la Jet Set, en fait. Hein. C'est vraiment à l'opposé de ses aspirations de jeunesse. Il ne voulait pas être journaliste. C'est un journaliste un peu déçu. Voilà, il voulait découvrir et déchiffrer le monde et il se trouve à devoir décrire à la loupe les étoffes et les débordements d'une certaine micro-société dans laquelle il nage et surnage, mais dans laquelle aussi il se perd. Tout à fait. Donc, il n'a pas une profession qui correspond à ce qu'il aurait voulu faire au départ. Alors, il se marie, par contre, avec Lise. Alors là, il l'a bien choisi, hein, Lise. Et puis, ensemble, ils ont une petite fille qui s'appelle Blanche, un bien joli prénom. Mais malheureusement, celle-ci va tomber malade, une grave maladie. Et lui, donc, le narrateur, Jean, au lieu de rester auprès de sa femme et de sa fille, va s'absenter de plus en plus, va s'éloigner d'elles deux, finalement, certainement parce qu'il ne supporte peut-être pas la maladie de sa fille. Voilà, c'est ce qu'on peut imaginer. Il va peut-être commencer à s'absenter aussi de lui-même. De lui-même, oui, c'est peut-être de là aussi. Que part le point de départ. Peut-être, voilà. Oui, après on ne peut que imaginer. Hein. Et puis, il y a pourtant une rémission dans la maladie de sa fille, et il continue toujours à s'absenter. Et un jour, en fait, sa femme et sa fille disparaissent sans laisser de message, rien du tout. Et même sa belle-mère, donc la mère de Lise, n'a pas de nouvelles, et sans nouvelles de sa fille et de sa petite fille. Donc voilà, et on découvre peu à peu que Paul Malenc justement a des soucis avec sa mémoire. C'est là qu'on commence dans le récit qu'il nous fait, hein, puisque c'est lui qui raconte. On sent que le lecteur sent que ce personnage a des soucis avec sa mémoire. Il ne sait plus bien avec sa mémoire, avec le temps, il ne sait plus bien. C'est-à-dire que le problème c'est qu'on avance en se perdant un peu plus. Voilà, oui, on avance en se perdant. Oui, c'est tout à fait bien dit. Je ne sais pas, mais c'est parfaitement dit. Tout à fait, c'est ça. Il manque de repères. On s'en aperçoit avec lui en même temps que lui. On se dit, ah tiens, il se rappelle plus bien. Alors notamment quand sa belle-mère lui apprend que son propre mari a disparu en mer il y a quelques mois et Jean n'était absolument pas au courant de cette disparition. Donc c'est quand même étrange parce que c'est quand même un fait assez marquant. Donc des coïncidences, des concordances. Et oui, je ne peux pas m'empêcher de me mettre encore une fois à la place d'un lecteur potentiel en me disant comment va-t-il résister éventuellement, se dire j'essaie de comprendre à tout prix ou tout au contraire se laisser aller, laisser filer jusqu'à un prochain jalon qui lui permettra de se raccrocher, ainsi de suite. Voilà. Tout à fait. Alors, notre narrateur décide d'aller au commissariat pour signaler la disparition donc de Lise et de Blanche. Et alors là, il rencontre un commissaire, le commissaire Alvarez, qui est un personnage très sympathique d'ailleurs, qui lui conseille d'attendre un peu et d'interroger plutôt les amis de sa femme pour savoir ce qu'il en est. Pour lui, il s'agit d'une femme qui en a eu assez de son mari devenu égoïste et absent et qui est partie parce qu'elle en avait marre, tout simplement. Ce qui est tout à fait plausible et qui arrive certainement dans la réalité. Ce qui est plausible, ce qui pourrait être même légitime. Voilà. Tout à fait, légitime, c'est le mot aussi. Alors le narrateur reçoit, alors c'est là où aussi, on rentre dans l'étrangeté, c'est que le narrateur reçoit un mail d'un expéditeur inconnu et qui contient seulement une photo, celle d'une forêt très dense et avec un homme encapuchonné dans un jogging et qui est de dos.
donc impossible à identifier. Donc, d'où la couverture. On retrouve notre couverture du début. Et puis, ensuite, il trouve un pigeon mort dans sa chambre. Et puis, un autre sur son paillasson. Donc, Enfin, c'est vrai que c'est très étrange. Moi, personnellement, je n'ai jamais reçu de pigeon mort sur mon paillasson. Mais je crois que lui non plus, à vrai dire. Je crois, non, lui non plus. Je crois que c'est l'émergence d'un rêve ou d'un cauchemar et que c'est au réveil, effectivement. Cela dit, je ne suis pas certain. Oui, parce que bon, sur le paillasson, voilà. C'était... Oui, enfin bon, ça peut être... Oui, mais ça peut être vrai aussi, parce que bon, voilà, hein, il y a des gens qui mettent des animaux comme ça sur les paillassons. Moi, une fois, j'ai retrouvé un hérisson sur mon paillasson. Vous voyez, comme quoi, c'était pas un pigeon, moi, c'était un hérisson. Alors, les mails, donc, mystérieux et d'origine inconnue, parce qu'on ne connaît pas il ne connaît pas l'expéditeur, il non plus d'ailleurs, continuent d'arriver donc dans sa boîte de réception, et il constate en fait que la photo, toujours la même, évolue peu à peu au fil des envois. C'est-à-dire qu'il envoie un petit peu plus à chaque fois, mais pas beaucoup non plus. C'est-à-dire que la personne, l'homme qui est sur cette photo se tourne un petit peu plus à chaque fois, et il semble montrer une direction dans la forêt, dans cette forêt qui est omniprésente sur la photo. Oui, tout à fait. Oui, donc, ça, on peut dire que c'est une réalité. L'embryon d'une direction qui lui est donnée. Voilà. Va-t-il la suivre ou pas ? Forcément, oui, voilà, cela, ça l'interpelle, hein, évidemment. Et puis, il décide donc d'aller voir un ami qui s'y connaît en informatique pour voir s'il peut arriver à trouver l'expéditeur ou à arranger un peu la photo de façon à voir le visage. Et puis, dans le même temps, alors l'inspecteur Alvarez lui apprend plusieurs choses, que sa belle-mère porte plainte contre lui, on a retrouvé le portable cassé de sa femme, et la troisième chose, c'est que son beau-père, qui est disparu donc en mer il y a quelque temps, et qu'il ignorait, avait tout un dossier sur une très vieille affaire datant de l'enfance du narrateur, une fillette qui a disparu dans une forêt dans la région des Ardennes, d'où il était originaire. Voilà, ça c'est... on n'en dira pas plus après, mais c'est une piste... Vous en avez déjà dit beaucoup. Oui, on me le reproche très souvent à cette émission. Vous voyez ? Oui, et pourtant j'ai l'impression qu'à chaque fois je fais très attention à en dire le moins possible, mais quand même un peu. Non, mais je rassure le lecteur, il en reste beaucoup à savoir. L'essentiel n'est pas dit. Quand même. Oui, non, parce que là, un dossier sur une vieille affaire d'une fillette qui a disparu dans une forêt, ça fait des faits divers de ce style, il y en a plein les journaux. Enfin, je veux dire, malheureusement, ce n'est pas du tout, le livre ne s'arrête pas là, loin de là. Alors donc, le mystère s'épaissit, donc, et le suspense tient le lecteur en haleine, et je respecte ce suspense. Et on vit vraiment l'histoire du narrateur en même temps que lui, avec ses doutes, avec ses trous de mémoire, sa notion du temps qui est altérée, et puis ses souvenirs à la fois proches et anciens. On est vraiment avec lui, et il a bien du mal à défaire les nœuds de toute cette réalité, du passé, de ses souvenirs, de cette amnésie aussi qu'il a pour certains pans de sa vie. Et je vais citer d'ailleurs quelques phrases qui illustrent bien son état, comme par exemple « Quel pan de ma personne m'échappait ? J'étais devenu étranger à moi-même. » Et encore « Comment reconstruire ce puzzle ? Et si l'échelle du temps avait cédé la place à un calendrier capricieux, soumis au régime de l'amnésie et de la folie. La seule évidence qui me restait, l'instant présent. Mon royaume était celui de l'oubli. » Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel se trouve le narrateur. Oui, tout à fait. Un sentiment de, tout un tas de pensées qu'il véhicule. De perte de repères, d'évanescence tant interne qu'externe. Tout à fait. Alors il cherche aussi à voir son ami Alexandre. Alors celui-ci apparemment n'habite plus à son adresse habituelle, et c'est apparemment depuis des mois, d'après ce que lui dit le concierge de l'immeuble. Donc là aussi un fait très étrange. Et puis le narrateur décide alors d'aller dans cette forêt, d'aller voir de plus près cette forêt qui se situe donc en Champagne-Ardenne, qui existe vraiment cette forêt, Jean-Baptiste. Je pense. D'Arc-en-Barrois. Oui. Hein, je pense existe. bien. Oui. Voilà.
Et donc c'est dans les Champagne-Ardenne. Je vous dis je pense parce que je n'ai pas voulu y aller, hein, mais je pense que... En tout cas, il y a des très beaux passages qui décrivent cette forêt. Moi, j'ai beaucoup aimé ces passages de description de la nature. Je crois quand même qu'elle est très intérieure, cette forêt. Ben oui, mais enfin, elle est très bien décrite extérieurement, en tout cas. Voilà. Intérieurement peut-être aussi, mais extérieurement aussi. En tout cas, moi, j'ai aimé ces passages de nature. Vraiment, on y était. Enfin, moi, en lisant, j'y étais dans cette forêt. Et donc, oui, je pensais que vous la connaissiez. Enfin, que non, vous n'avez jamais été dans cette forêt. Non, je me suis promené mentalement dans beaucoup de forêts et dans celle-ci peut-être. Oui. Peut-être dans celle-ci, mais pas réellement physiquement. J'ai eu l'impression d'y être en écrivant aussi. Oui, mais voilà. Forcément. Alors, quand le narrateur donc parle justement de ce village d'Arc-en-Barrois, il dit « C'était un écrin d'humidité gagné péniblement sur le pouvoir de la forêt ». Parce que c'est vrai que cette forêt, elle est oppressante dans la description, elle est étouffante, oppressante, et pour le narrateur et puis pour le lecteur aussi. Et d'ailleurs, à la fin du livre, on est content d'en sortir. On a cette... Même si ce qu'on trouve n'est pas... Enfin, voilà, est différent aussi, mais enfin, on est quand même content de sortir de cette forêt qui est un personnage... Je crois que c'est important de pouvoir en sortir des forêts. Oui, tout à fait. Oui. Y passer, d'accord, mais ne pas y rester. Voilà. Parce que oui, cette forêt, c'est vraiment un personnage important, un personnage à elle toute seule de cette histoire, de ce roman. Et quand il parle d'ailleurs de cette forêt, le narrateur dit « La beauté du site allait tant à contretemps de cette odeur de malheur émanant du sous-bois. » C'est ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est grand, c'est grandiose. Une forêt, c'est en deux mots. C'est quand même très fascinant parce qu'à la fois, c'est un magma, c'est une entité, c'est une forme diffuse, sans trop de limites. Et puis cette forêt, elle est peuplée. Elle est peuplée par des figurants. Il y a une population d'arbres, notamment, quand même. Donc des êtres isolés, des végétaux, des animaux, des sous-bois, des animaux. Des lapins. Elle a une vie intérieure. Oui. Alors, elle est à la fois cette espèce de matriarcat, comme ça, un peu sans limite, mais qui héberge un certain nombre d'êtres végétaux, d'arbres sur lesquels on peut aussi monter, pourquoi pas, et puis, échappant au danger. Tout à fait, oui, elle est pleine de dangers, elle est pleine de mystères, de dangers, de surprises, cette forêt. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et alors, donc justement, le narrateur fait un séjour donc au cœur de cette forêt, dans un refuge, et c'est là que le lecteur fait connaissance avec Lucienne, la gardienne du lieu. Alors, c'est un sacré personnage, cette Lucienne. Oui. Elle est sympathique. Oui. Lucienne est une bonne gardienne. Oui. Voilà, est une bonne gardienne, du lieu. On aurait tous voulu tomber sur Lucienne dans cette forêt-là, je pense. Tout à fait. Alors le narrateur va vivre, donc comme je disais, des choses étranges dans cette forêt qui est oppressante, qui est pleine donc de mystères, de surprises et de dangers, et entre toujours réalité, souvenir, imagination aussi, et questionnement, parce qu'il n'arrête pas de douter, notre narrateur. Il ne sait plus trop à quel arbre se vouer, je dirais. Oui. D'une certaine manière. Et puis sa mémoire qui lui fait donc toujours défaut et qu'il espère retrouver. Il espère retrouver ces pans de mémoire qui lui manquent. Il est dans cette quête, oui, il enquête, il est en enquête. Oui, en enquête et enquête, en deux mots aussi, les deux. Enquête de cette partie de lui échappée. Et il est dans cette quête éperdue. Oui. Tout à fait. Et donc le suspense jusqu'aux dernières pages pour savoir s'il retrouve les pans de sa mémoire ou pas, s'il arrive à sortir de cette forêt. En tout cas, le lecteur, lui, en sort de cette forêt. Oui. Nous en sortons et nous sommes contents. Et pour découvrir le dénouement de cette intrigue, pour découvrir les clés de ce mystère, le secret de cette forêt justement énigmatique. Et puis, mais en sortons réellement, ça, il faut... ça, on ne le sait pas. Même d'une manière générale. Voilà. D'une manière générale, en sortons. Physiquement, bien sûr. Physiquement, oui. Oui. Mais voilà.
Alors, Jean-Baptiste, donc ce roman Renaissance aux éditions Tornada, j'imagine qu'il vous a donné, qu'il continue de vous donner envie d'écrire un autre livre. D'écrire, oui, mais je n'ai pas cessé et je ne cesse pas d'écrire. Alors, un livre qui sera publié. Tant bien que mal. Le temps fait défaut, tout le monde le sait. Quant à imaginer une autre... Enfin, pourquoi pas, il n'y a pas de projet précis. L'envie de me frotter à nouveau... Oui, c'est une nécessité chez vous, écrire. C'est une nécessité, voilà. Oui. Donc, on imagine bien que vous écrivez, mais bon, voilà, est-ce qu'il y a un projet d'un futur roman? Il y a beaucoup d'idées qui trottent dans je dis souvent, ce sont comme des petites choses qui viennent cogner à la fenêtre. Là, il suffit d'écouter. On écoute, on laisse entrer, et puis ça héberge, on héberge, et puis ça se greffe, ça prend racine, et puis ça se construit. Mais il faut un peu de temps pour ça, le temps de la maturation. Alors voilà, où j'en suis. Il y a plusieurs idées pour l'instant. Donc voilà. vous nous tiendrez au courant, puis vous reviendrez nous en parler page à page. Mais avec grand plaisir. Merci Jean-Baptiste. Et c'était important pour vous d'écrire ce roman-là, Renaissance, avec tout ce qu'il y a dedans, comme on a dit, la complexité du cerveau humain, toute cette étrangeté de... Oui, c'était important. J'y ramène là des thèmes qui me sont chers. Qui vous sont chers. Et puis il y a aussi quand même cette rencontre avec une certaine réalité qui est celle de la publication et de l'édition, et donc de cette maison d'édition, et de personnes. Oui, aussi cette aventure avec les éditions Tornada. Un livre, ça n'est pas que ces lignes. C'est un livre publié. Voilà, un livre publié, c'est aussi ça. Une rencontre avec l'éditeur. C'est une rencontre avec l'éditeur, et c'est un objet qu'on porte. Ça, c'est aussi important, et ça aussi, c'est une aventure. Voilà. Bah oui, tout à fait. Donc une belle aventure. Donc je recommande à nos auditeurs Renaissance aux éditions Tornada de Jean-Baptiste Dethieux. Si vous voulez frissonner un petit peu avant Noël ou après Noël, n'hésitez pas, juste avant, voilà. N'hésitez pas à vous le procurer parce que vous passerez un bon moment, et c'est vrai qu'il est vraiment prenant. On n'arrive pas à le lâcher parce qu'on a envie de continuer, de savoir comment il va s'en sortir, ce Jean Malinck. Donc on le lit un peu d'une traite. En gros, ça veut dire ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir partagé ce moment sur Radio Occitanie et pour ce roman, donc ce roman noir. Alors, le prochain rendez-vous de Page à Page, ce sera le vendredi 9 janvier, et vous y découvrirez le nom de mon invité. Moi aussi, j'ai décidé de faire du suspense. Donc voilà, rendez-vous le 9 janvier à 15h sur Radio Occitanie, et vous saurez qui sera mon invité. Alors, je vous souhaite, en attendant, de très belles fêtes de fin d'année avec ce que vous aimez, et puis aussi plein de belles lectures. Offrez-vous des livres, et puis merci encore à Mathieu pour la technique de cette émission. Et puis je vous rappelle que ce soir à 23h, rediffusion de l'émission avec Jean-Baptiste Dethieux sur Radio Occitanie. Merci. À nouveau, merci beaucoup, Claire. Et à Diciat, et à l'année prochaine.